d'être venu aujourd'hui pour du coup le podcast La Matrice à bugger. Oui, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Donc, bienvenue à bord du podcast de La Matrice à bugger, le podcast des cadettes de la cyber. Aujourd'hui, on prend le large, cap sur un espace où les câbles remplacent les routes maritimes et où la vigilance est la clé de la cybersécurité en mer. Pour revenir rapidement sur le programme, les cadettes de la cyber, c'est un programme qui est porté en partie par le pôle d'excellence cyber. Et son objectif est de faire découvrir les métiers du numérique et de la cybersécurité à de jeunes femmes venues de tous les horizons. Donc ce programme, comme le disait Diarra, il est porté par le pôle d'excellence cyber et il est donc suivi par notre invité du jour, l'amiral Coustilière, qui est un pionnier évidemment de la cyberdéfense en France. De la mer au cyberespace, il a contribué à faire reconnaître ce nouveau champ comme une dimension stratégique à part entière. Et monsieur, nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui. Donc on vous a présenté brièvement. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelques mots ? Oui, quelques mots. Bon, j'ai la chance d'être passé du monde maritime où j'ai navigué une quinzaine d'années. Quand on dit naviguer une quinzaine d'années, ça veut dire que j'étais absent de chez moi en gros 8 ans. Et puis après, j'ai basculé progressivement dans le monde numérique que j'ai consacré près une vingtaine d'années à moderniser le numérique du ministère des Armées et à mettre en route et à commander la cyberdéfense des armées françaises entre 2011 et 2017. Donc c'était la période en face de nous, des attaques informatiques 2015, ça commençait à en avoir pas mal. Et puis c'était surtout toute la période de la propagande de Daesh. Voilà, donc ça montre que la cyber, ce n'est pas que la cybersécurité classique, mais aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui a empiré depuis cette époque-là. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est un espace où le rapport à la vérité est très difficile à établir. Quiconque ne sait pas, quand on voit une photo, une vidéo sur un réseau, si elle est vraie ou si elle est fausse, il faut du temps de l'analyse, mais on ne le sait pas tout de suite. Donc c'est quelque chose dans lequel il faut faire de plus en plus preuve de vigilance et de faire de la vigilance dès le plus jeune âge, se former à ces comportements parce que c'est comme des zones de risque. Voilà. Quand vous partez chez vous le matin, vous fermez les portes à clé. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, j'en sais rien, n'importe lequel autre, il faut être vigilant. Il y a des tas de prédateurs qui se baladent sur ces réseaux. Et alors aujourd'hui, on avait décidé d'aborder notamment la partie maritime. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que donc, vous avez le titre d'amiral, on vous connaît sous ce titre-là. Et c'est une notion qui sous-entend beaucoup de rigueur et de pouvoir, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est rarement quelque chose... Enfin, c'est pas un métier auquel on pense quand on était enfant. Donc vous, c'était quoi votre métier de rêve quand vous étiez jeune ? Vous n'avez pas de chance. Moi, je suis issu d'une famille militaire et de marin, donc depuis très tôt, j'ai voulu être officier de marine. Voilà. Donc, à peu près, je veux dire, comme ma mère me disait, vers l'âge de 6 ans. Voilà. Non, oui, voilà. Donc, j'étais casse-couille. J'observais la scène avec des lunettes. J'allais chez mon frère à Brest, je regardais les bateaux qui sortaient. Donc voilà, c'était une passion depuis très longtemps. C'est formidable. Une vocation depuis le plus jeune âge. Voilà, un rêve qui devient réalité. Oui. Comme beaucoup, les fils de médecins deviennent fils de médecins, donc un peu aussi conditionné par mon environnement familial. Et effectivement, si j'avais raté l'école navale, je pense que j'étais pas rentré en prépa, j'aurais été plutôt vers le métier de vétérinaire. Donc c'est un peu opposé. Rien à voir, effectivement. Rien à voir. D'accord, très intéressant. On est ravis d'avoir eu des informations sur ça. Pour rentrer un petit peu plus dans le domaine de la cybersécurité, donc, vous avez grandi à une époque où la cyberdéfense n'existait pas encore. Et à quel moment vous avez compris que c'était là que se jouerait l'avenir des armées ? Pour commencer, je suis plutôt quelqu'un de pragmatique et pur opérationnel. Je suis absolument pas geek. Je crois qu'à l'école navale, en TP d'informatique, ma moyenne, c'était 5. Voilà, mais bon, c'était à l'époque des Tektronix, les années 80, donc on n'était pas encore dans le monde de l'Internet, mais jamais... Non, ouais. Et en fait, moi, je suis venu à la cyber par le monde des opérations. Et par le fait que quand vous faites l'école navale, c'est une école d'ingénieur, vous avez une formation d'ingénieur, et à un moment donné, dans votre carrière, on vous demande d'avoir une spécialité technique. Donc moi, ma spécialité technique, ça a été plutôt le domaine des télécommunications.
Et comme au moment de la guerre du Golfe, il y avait une interopérabilité entre les marines françaises et les marines américaines qui n'était pas terrible, on n'arrivait même pas à se parler. Du coup, j'avais fait un rapport qui était remonté, et au lieu d'aller rester à Toulon pour faire de la planche à voile autour de la rade, je me suis retrouvé très vite, très jeune à Paris, sur des gros sujets de coopération, de grands projets. C'était les télécoms par satellite et l'exploitation de l'époque du satellite télécom 1 avec France Télécom. Et c'est à partir de là, j'ai enchaîné une carrière avec des postes à dominante technique, toujours d'un peu plus dans la transformation et des postes opérationnels à la mer. Voilà. Et à quel moment dans votre carrière à l'armée, vous avez compris que vraiment la cybersécurité, c'était essentiel? En fait, pour les militaires, la cybersécurité est devenue un sujet vraiment de préoccupation important à partir des années 2000. Pourquoi les années 2000? Parce que ça a correspondu au moment où l'Internet a explosé quasiment partout dans toutes les sociétés et au moment où on s'est dit que finalement, techniquement, n'importe qui situé à un bout de la planète pouvait parler à quelqu'un d'autre. Techniquement, ça pouvait marcher. Donc, je ne veux pas dire que la sécurité de l'information n'a jamais existé, elle est consubstantielle de l'informatique, mais elle était souvent réservée à ce qu'on appelait les systèmes classifiés de défense, tout ce qui est confidentiel défense, le secret. Donc, c'est 10% des systèmes du ministère des Armées. Voilà, donc par contre, après tous les réseaux d'entreprises qui sont très très ouverts, il n'y avait pas vraiment de démarche à l'époque, puisque c'était des réseaux qui n'étaient pas encore connectés à l'Internet. Donc c'est à partir des années 2000 qu'on a vu toutes les conséquences de cette mise en réseau global, qui a en plus accompagné la mondialisation, que les militaires de toutes les nations ont commencé à se dire, ce truc-là, finalement, ça va permettre faut être capable de se défendre, ça va permettre d'attaquer les autres. Donc, toutes les armées, en gros, aussi bien chinoises, russes que de l'OTAN, ont commencé à réfléchir comment cet espace pouvait être utilisé à la fois de façon offensive, mais surtout en façon défensive. Et c'est à partir de là que les premières initiatives ont été prises. Et moi, j'ai toujours représenté la marine dans les groupes de travail sur ce sujet-là. Donc, je fais rapidement. Donc, ça veut dire vers la fin des années 2010, toutes les armées ont commencé à mettre en place des structures de commandement pour encadrer, de commencer à créer une force autour de ça. Et j'ai eu la chance d'arriver en 2008 et qu'on me confie ce projet de création de la cyberdéfense du ministère des Armées. Ministère des Armées, donc vous avez le service de renseignement qui s'appelle la DGSE, qui est le service qui est le seul autorisé à faire des actions clandestines et secrètes. Et après, vous avez les militaires en uniforme qui sont autorisés à faire des actions discrètes, ce qu'on appelle les forces spéciales souvent. Les actions discrètes, ça veut dire qu'elles sont revendicables par l'État français et que vous avez un cadre juridique qui est le droit des conflits armés, le droit international humanitaire et le code pénal de votre pays. Voilà, donc les opérations dans l'espace numérique, qu'elles soient défensives ou offensives, ne sont pas du tout hors cadre légal. Et quand vous êtes militaire en uniforme et que vous vous engagez à un certain niveau de violence, ce niveau de violence vous est autorisé par le président de la République et vous n'avez pas le droit de faire un peu n'importe quoi. Alors, vous êtes très, très engagé. C'est votre responsabilité pénale personnelle qui peut être engagée. Voilà, donc c'était ce cadre-là. Et dans ce cadre-là, on a pas mal travaillé pour créer une capacité offensive. Une capacité offensive, ça veut dire que vous rentrez dans le réseau d'un adversaire, d'un ennemi, pour faire de l'espionnage, mais surtout pour le neutraliser, pour le casser. Voilà. Donc c'est cette capacité-là qu'on a commencé à mettre, puis après du défensif. Voilà. Tout ça, c'est raconté dans un bouquin qui s'appelle Soldats de la cyberguerre. Voilà, et c'est toute cette espèce d'avancée. Et j'ai eu la grande chance qu'on me confie ce projet. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Vous savez, une carrière, une profession, c'est une série de rencontres. C'est une série d'alignements de planètes. Voilà. Donc, faut être très très modeste parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Voilà, on vous a pas forcément choisi parce que vous étiez le plus doué, le plus compétent, le plus beau. C'est que vous étiez là au bon moment et puis vous avez fait votre boulot. Et, après, vous pouvez dire que vous le faites plus ou moins bien, mais voilà. C'est pour ça que quand vous allez vous projeter dans vos vies professionnelles, vous avez des rencontres qui font grandir, des chefs qui vous font grandir, qui vous ouvrent des espaces de liberté, qui vous accompagnent, et puis vous en avez d'autres qui vous brisent. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut arriver à bien discerner dans vos carrières, dans les environnements professionnels que vous allez affronter. Merci pour ces conseils. Et du coup, justement, pour faire le lien avec ce que vous disiez à l'instant sur
les capacités offensives qui ont dû être mises en place. On a fait des recherches également pour ce petit épisode, et donc j'étais tombée sur un document du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de la Mer qui date de 2016 et qui est intitulé Cybersécurité, évaluer et protéger le navire. Oui. Et pour vous la faire courte, en gros, c'est un document qui rappelle que tous les systèmes sont connectés et que ça participe, que c'est une partie intégrante en fait de la sécurité et des équipages et du succès des missions. Mais du coup, comment ça se passe du point de vue défensif? Comment est-ce que la cyberattaque peut-elle mettre en danger à la fois le navire et l'équipage? Et comment est-ce que vous mettez en place la défense à ce niveau-là? Non, mais potentiellement, tout le monde est attaquable. C'est ça qu'il faut regarder. Ce qui est intéressant, c'est que vous prenez un navire, vous prenez un satellite, vous prenez un avion. Finalement, c'est quoi? C'est un réseau local informatique qui se déplace et qui est connecté à des réseaux plus importants. Voilà, avec chacune des caractéristiques. Mais pour un informaticien, pour un attaquant, vous allez, si vous êtes quelqu'un qui est dans le monde réel, vous allez prendre une photo satellite, vous allez voir le bateau, le truc, le machin. Vous voulez monter sur un bateau, vous allez voir comment vous allez mettre une échelle sur le côté. Quand vous êtes informaticien, vous avez le plan du réseau avec les serveurs, avec les connecteurs. Puis après, quand vous descendez, vous avez les adresses IP et vous avez un certain nombre de choses. Et puis quand vous descendez encore, vous avez les versions logicielles. Donc le terrain de jeu de l'attaquant, ça va être trouver le chemin qui permette de partir de l'endroit où il est pour aller rentrer sur le bateau qui peut être en mer n'importe où par des réseaux satellitaires. Voilà, donc c'est potentiellement, vous pouvez aussi bien attaquer un bateau qu'un avion et ainsi de suite. Bon, par contre, le bateau ne va pas se laisser faire, l'avion non plus. Donc c'est ça qu'il faut mettre en face. C'est que toutes les structures aujourd'hui qui ont une certaine maturité numérique se défendent, mettent des structures qui sont défendables. Donc là, vous avez ce qu'on appelle des constructions cyber by design, c'est-à-dire vous concevez quelque chose qui est défendable et ensuite vous avez des processus pour se défendre avec des outils particuliers. Voilà, donc là, c'est pour ça oui, potentiellement, on peut neutraliser un bateau. C'est pas intellectuellement, c'est en maquette. Et sur un bateau, généralement, vous avez le système de navigation qui est relié par des normes internationales, pas forcément très bien protégées, les EC10 et ainsi de suite. Vous avez le système de propulsion et vous avez en gros la charge utile du bateau. Typiquement, quand vous êtes sur un porte-container, la charge utile du bateau, ça va être toutes les grues, le pilotage de toutes les grues qui vont servir à décharger les containers, et ça va être tous les logiciels de gestion des containers. Voilà, si vous attaquez le bateau, un porte-container qui a 15 000 ou 30 000 containers, si vous voulez, quand vous savez que la présence à quai pour décharger les containers, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros l'heure. Voilà, si vous neutralisez pendant 3 heures, que vous prenez en otage son système de débarquement des containers, très vite, l'armateur est très très embêté et perd beaucoup d'argent. Voilà, donc vous pouvez attaquer les systèmes de charge utile. Si vous voulez attaquer le bateau aussi, vous pouvez attaquer son système de navigation. Donc vous lui faites perdre ses récepteurs GPS, vous lui faites perdre ses cartes électroniques, parce que de plus en plus c'est des cartes électroniques et plus des cartes papier, et vous neutralisez sa navigation. Si vous faites ça à un moment, pareil, vous avez un bateau qui rentre dans un détroit avec plein de passagers, qui doit tourner, qui doit se rapprocher de la côte. Si vous arrivez à l'attaquer à ce moment-là, vous l'envoyez à la côte. Donc potentiellement un bateau est quelque chose qui est une cible à haute valeur ajoutée. Et les prises de conscience sur la cybersécurité des bateaux, vous avez les premiers rapports, c'était à peu près en 2013, donc en gros une quinzaine d'années. Donc maintenant, les bateaux ont pris des mesures, il y a beaucoup de choses qui sont à terre. Voilà, donc c'est des choses qui ont été prises en compte aussi. Donc ils ne sont pas plus vulnérables, je veux dire, qu'un avion en vol ou qu'autre chose, à condition que l'armateur ait pris de bonnes conséquences. Et il y a un métier passionnant, typiquement c'est ce qu'on appelle les métiers du Red Team. C'est que vous prenez des informaticiens qui sont en boîte noire et vous leur donnez la mission de rentrer à bord du bateau à distance. Voilà, pour essayer de tester toutes les choses. Moi j'ai un de mes fils qui fait ça chez Deloitte, il s'amuse beaucoup. Voilà, c'est assez rigolo. Et il faut faire preuve de beaucoup d'imagination et pour arriver à contourner des défenses. Voilà, donc d'un côté, vous avez la cyber by design qui est plutôt l'œuvre d'ingénieurs, et de l'autre côté, vous avez des opérations de test qui sont plutôt de l'œuvre de gens qui ont un esprit de hacker. Pour moi, l'esprit de hacker, c'est innovation technologique, innovation technique. Vous n'avez pas le droit de rentrer, vous imaginez de pouvoir passer par la fenêtre, par la porte, par en dessous. Et si ça ne marche pas, vous utilisez, je sais pas, la femme de ménage pour qu'elle mette une clé USB ou
où vous sautez une barrière et vous allez vous connecter sur la visio, sur les caméras de télévision, et après vous essayez de rentrer. Donc c'est ça qui est passionnant dans la partie offensive, offensive du métier du numérique. Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est, je pense, pour nous, mais vous aussi, très intéressant d'apprendre tout ça. Moi, c'est un domaine que je ne connais pas du tout, la cybersécurité sur un bateau. Donc, merci pour toutes ces informations. Et donc, vous, non, durant... c'est pas différent. C'est pas différent. Attaquer un bateau ou attaquer une usine, c'est les mêmes schémas intellectuels. Vous devez comprendre comment le bateau fonctionne, comprendre quelles sont ses vulnérabilités et produire ensuite un effet dans le monde réel à partir de rentrer sur les réseaux informatiques. Si vous avez envie de détruire le bateau, vaut peut-être mieux vous attaquer, vous l'envoyez à son système de navigation, vous l'envoyez à la côte. Vous voulez verser une rançon, vous l'empêchez de remplir sa mission, ou ainsi de suite. Et puis, mais par contre, la particularité, c'est que le bateau, il est en mer. Et il n'a pas un câble, il n'est pas connecté avec du câble à 100 mégabits par derrière. Donc il a des liaisons par satellite. Donc de toute façon, il a une certaine rupture en termes de débit. Donc c'est ça qui va être la particularité pour rentrer chez lui. Puis donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de fonctions qui sont, au lieu d'être sur le bateau à la mer, qui sont déportées chez son amateur à quai, et qu'il y a une façon aussi de l'attaquer à partir du quai ou à partir. Donc fonctionnellement, il faut avoir fait des études, donc beaucoup de renseignements avant sur quelles sont les faiblesses de la cible qui vous intéresse. Eh bien, je vous remercie pour ces précisions. Et donc, vous disiez justement que la différence avec d'autres structures, c'est qu'un bateau, c'est en mer. Et est-ce que vous avez déjà été, vous, durant vos 8 années de carrière sur un bateau, confronté à un incident ou une alerte en cybersécurité? Et puis, comment vous l'avez géré, surtout? Non, je n'ai pas été confronté, parce que moi, mon dernier commandement, j'ai quitté, non, c'était en 2004, mais j'étais sur un bateau assez rustique, fabriqué dans les années 70. Donc on avait des amplis de puissance pour le radar, c'était des armoires électroniques qui faisaient 2 mètres de haut, et j'avais des électroniciens qui réglaient leur radar plutôt à la masse. Donc c'était pas tellement ce jeu-là. Par contre, si on avait des réseaux... je veux dire, des réseaux de travail normaux par satellite. Non, on a suivi non, pas d'attaque vraiment. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est pas forcément le bateau qui va être capable de se défendre. Parce que un bateau, c'est un équipage. Moi, j'avais des bateaux de 350 personnes conçus dans les années 60. Le successeur qui était sorti dans les années 2000, il n'y avait plus que 140 personnes. Donc vous n'allez pas avoir à bord du bateau, même si vous êtes au bout du monde, les experts cyber capables de faire de la remédiation, de l'investigation. Donc ça, vous allez devoir surveiller les flux qui rentrent sur le bateau à distance, parce que pour toucher le bateau, vous allez avoir des flux principalement satellites qui viennent de la Terre. Donc là, vous allez les surveiller, les contrôler les à distance à partir de fonctions SOC que vous retrouvez ailleurs. Et après, il reste plus que quelques liaisons radio qui sont plus compliquées à attaquer. Voilà, donc une grande partie de la cyberdéfense du bateau est assurée par des centres de supervision qui sont à terre. D'accord, merci beaucoup. Et donc pour en revenir à ce que vous disiez, vous avez vraiment montré que ce soit à terre ou sur mer, au final, le déroulement de la cyberattaque était très similaire dans la manière de fonctionner. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire qu'il y avait, que c'était 2 mondes très différents, que ce soit sur terre ou sur mer. Mais au final, on voit que ça se rapproche. Et en plus, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que vous aviez l'habitude de naviguer dans l'espace numérique pour le rattacher à ces notions. Et du coup, on voulait savoir comment est-ce que ces 2 cultures qui peuvent être en apparence assez opposées peuvent cohabiter et s'enrichir mutuellement ou même se transformer l'une et l'autre, que ce soit du coup le milieu maritime ou numérique. Non, mais il y a des similitudes, mais qui sont intéressantes parce que ça permet d'avoir des références sur ce qui s'est passé dans l'histoire. La première similitude, c'est la notion de souveraineté. Quand on parle de frontières, de souveraineté terrestre, d'un côté je suis chez moi, de l'autre côté tu es chez toi. Et il n'y a pas de milieu. Quand on parle de la souveraineté maritime, plus vous éloignez des côtes, plus cette souveraineté se partage avec d'autres. Vous avez les droits de passage inoffensifs dans un détroit. Un détroit, ça peut être, 4-5 km de large. Donc vous avez votre porte-avions, n'importe lequel, a le droit de passer en liberté de navigation très proche de chez vous. Donc 3 km de chez vous, voilà, ça n'empêche pas d'avoir ses radars, d'avoir ses systèmes de guerre électronique, de vous écouter. Donc voilà, donc il y a une proximité en mer. Vous avez des pêcheurs, vous avez des tas de gens. Dès que vous êtes au-delà de la zone économique exclusive, c'est quasiment les biens de tout le monde. Vous avez des grands fonds marins, vous avez une
des nodules polymétalliques qui sont le bien commun de l'humanité. Vous avez dans le Pacifique des zones qui ne sont pas encore très, très bien cartographiées en termes de cartographie. Et puis, vous savez, pensez pas trop de ce qui se passe dans les grands fonds marins. On n'a pas fini de découvrir toute la faune. Voilà. Donc, vous avez un milieu qui est qui peut être assez obscur à partir d'un certain niveau. Donc, là aussi, vous prenez le net, vous avez le darknet qui n'est pas clair. Voilà. Donc, vous avez des choses. Vous apprenez que vous êtes dans un monde qui est fluide, qui est toujours en mouvement, qui bouge, dans lesquels les souverainetés n'ont pas été mises en place. Le monde maritime vous a mis 300 ans à peu près pour faire émerger un droit maritime. Dans le droit dans l'espace numérique, il en est toujours à ses balbutiements. Les nations ne sont pas d'accord. Voilà, donc vous avez un certain nombre de similitudes qui montrent que dans ce maritime, finalement, l'homme a réussi à s'entendre entre différentes nations pour arriver à se mettre d'accord sur des règles, y compris des règles de bon comportement en termes de sécurité. À la mer, vous avez un code qui permet d'éviter que 2 bateaux se rentrent dedans. Voilà, c'est des choses qui ont été. Vous avez des codes des pavillons qui permettaient aussi aux marines de l'OTAN et aux marines russes d'éviter de faire des manœuvres qui soient dangereuses. Voilà, donc tout ça, ça s'est construit progressivement. Dans le domaine numérique, on n'a pas 300 ans pour arriver à se mettre d'accord. Donc voilà, c'est un petit peu toutes ces choses-là qui. Maintenant, la comparaison s'arrête un petit peu là, quoi. Merci beaucoup. Après, du coup, ce serait bien qu'on travaille pour que ce soit moins long que 300 ans à mettre en place. Et d'ailleurs, vous avez fait la transition parfaitement avec ma question suivante, qui était au sujet de l'autonomie stratégique et du fait qu'il y ait une grosse dépendance à certains niveaux. Et du coup, comment est-ce qu'on pourrait bâtir et garantir notre autonomie, surtout que du coup, les systèmes sont tous interconnectés ? Disons, c'est un vaste sujet qui est complexe, qui est aussi complexe que le monde numérique, parce que le monde numérique, c'est un monde qui est dual, qui est étatique, qui est surtout très, 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 très commercial, avec des technologies qui ont leur propre dynamique, qui sont plutôt sous la domination de grands pays, les Américains d'un côté et les Chinois de l'autre côté, et avec une Europe qui n'est pas au même niveau technologique dans cette espèce de contexte. C'est pour ça que le mot autonomie stratégique, moi, me paraît meilleur. C'est dans un contexte où vous avez en face de vous des gens qui sont bien, bien, bien plus forts, beaucoup plus puissants que vous, avec une puissance économique qui n'est sans rapport avec la vôtre. Qu'est-ce que vous avez arrivé à trouver comme troisième voie qui permet de défendre vos intérêts, Donc ça, c'est ça l'autonomie stratégique. Et c'est ça qu'il faut arriver aujourd'hui à mettre en place à partir du moment où toutes les nations ont compris que cet espace numérique n'est plus un espace de bisounours qui accompagnait la mondialisation heureuse, mais est devenu un espace de confrontation dans lequel il faut arriver, pour créer de la valeur, à accaparer, à capturer les données de l'autre. Et c'est tous les débats qui ont accompagné la montée en puissance de cet espace numérique. À partir du moment où les technologies dites du cloud sont apparues, avant, quand vous achetiez la technologie, y compris la technologie Microsoft, vous achetiez de ce que faisait c'était pas un service, mais une technologie que vous pouviez installer dans vos propres réseaux et arriver à contrôler, à surveiller plus facilement. Quand on est passé dans le cloud, c'est-à-dire vous allez chercher un partenaire pour de nombreuses années et à qui vous confiez vos données. Et à qui vous confiez une grande partie du socle logiciel. Le numérique, pour moi, c'est un sort d'iceberg. Vous avez les métiers, les applicatifs métiers qui sont tout à fait en haut, puis après, vous avez un monstre d'infrastructure qui descend. Et quand vous avez dans du cloud, vous avez la première couche, c'est l'hébergement, ce qu'on appelle c'est pas grave. La deuxième couche, c'est le PaaS, c'est tous les logiciels qui vous servent à développer vos logiciels applicatifs. La troisième couche, c'est le mode service. Quand vous prenez un Doctolib ou un autre, le Doctolib a fait la fin de la couche du SaaS. Par contre, les 95% du restant ont été apportés par son prestataire de service, par son partenaire, qui dans le cadre de Doctolib se trouve être AWS. La problématique, c'est que les données sont chez AWS. Ces données, elles sont sous cadre juridique américain. Donc, à la portée aujourd'hui
aujourd'hui d'un décret de Trump, parce qu'il peut y avoir quelque chose entre Doctolib, une société américaine, et donc la justice américaine s'estime compétente pour juger. Toutes les lois américaines sont extraterritoriales quasiment depuis les années 2000, et toutes les lois qui ont été faites pour principalement la lutte contre le terrorisme ont un volet de guerre économique. Voilà. Bon, si vous voulez, il suffit de le savoir. Il ne faut pas se voiler la face. C'est comme ça. La guerre économique a été toujours quelque chose de relation entre les nations, et les puissants ont toujours essayé de gagner, de mettre en sous-domination ceux qui sont plus faibles. C'est vrai depuis le monde romain, il n'y a pas raison que ça change. Voilà. Par contre, vous n'êtes pas forcément être d'accord pour être mis sous suprématie. Donc ce sujet qui était très technique est devenu un sujet politique à partir des années 2018. Parce que le cloud, parce que la montée vers l'IA devenait de plus en plus importante, et c'est devenu un sujet politique sur lequel la France était un des premiers en Europe à pousser cette idée. Et aujourd'hui, cette idée de souveraineté numérique, d'autonomie stratégique numérique est devenue quelque chose de partagé par de très nombreuses nations, principalement du fait du comportement de l'administration Trump et des déclarations du président Trump, qui remet quasiment tout à plat, mais qui le montre. Les démocrates avaient à peu près la même stratégie, mais c'était plus habile. Donc là, Trump le montre. Et puis, côté des États-Unis, malheureusement, aujourd'hui, la liberté s'arrête là où commencent les affaires. Et les affaires, ça commencerait tôt. Donc c'est affiché, c'est clair, c'est précis. Et face à ce constat, chaque organisation doit regarder ce qu'elle accepte en perte d'autonomie, ce qu'elle n'accepte pas. Et la réponse n'est pas la même qu'on peut s'appeler une grande marque de supermarché, ou qu'on s'appelle Thales, ou qu'on est l'État. C'est un non-sens, typiquement, de mettre les données du ministère des Armées sous un cadre juridique américain. C'est un non-sens de mettre les données des citoyens français que vous confiez à votre mairie, que vous confiez à la sécurité sociale, ou vous confiez au service des impôts sous le cadre juridique américain. Donc il faut remettre un peu de bon sens dans ce sujet. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est pas pour ça que les solutions techniques sont au rendez-vous, sont présentes, et on est dans cette phase de prise de conscience. Et c'est pour ça que vous avez eu un sommet à Berlin qui était sur le premier sommet franco-allemand sous la souveraineté numérique. Il y a 2 ans, un tel sommet n'aurait été absolument impensable. Bon, maintenant, c'est pas pour ça qu'il va régler le problème du baguette magique, et que côté américain, vous avez des sociétés extrêmement performantes qui ont investi des centaines et des centaines et des centaines de millions de dollars pour arriver à avoir des structures comme Microsoft, comme Google, comme AWS. Et de l'autre côté, vous avez en Europe le meilleur clouder doit arriver à aller un 20e du chiffre d'affaires encore des gros. Donc, il y a un retard à combler. C'est bien pour ça que le mot autonomie stratégique est de dire face à ce monde, quelles sont les voies que je vais trouver pour défendre mes intérêts, et je ne vais pas recréer un autre numérique. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc c'est ça qui est en train de se remettre en place, et qui va être très important, je pense, dans les 2 années à venir, pour trouver une sorte d'autonomie qui garantisse l'intérêt des Européens, y compris, ça va plus loin, parce que c'est aussi... Quand vous dites, vous faites open bar sur les datas, vous pouvez autoriser de faire n'importe quoi avec l'IA, que les données sont accessibles, et que vous instrumentalisez l'IA pour faire de l'argent, et que derrière vous avez une doctrine, quand vous lisez les doctrines MAGA aux États-Unis, ce que propose MAGA, ce que proposent les gens de la Silicon Valley qui sont ralliés à Trump, c'est pas un modèle de société très démocratique. Donc cette menace, elle va toucher profondément l'Europe. C'est pour ça que vous avez des pays qui se révoltent un peu, comme le Canada, qui a vu sa souveraineté quand même directement menacée. Et puis pareil, un peu en Europe, on voit qu'il y a de plus en plus d'ingérence de la droite américaine dans les affaires européennes. Voilà, donc on est dans un espace de combat civilisationnel qui commence à se sortir. Et c'est ce monde-là qui est devant nous. Du moins plutôt plus devant vous que devant moi. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Pour rester sur le même thème à propos de la souveraineté, mais aussi faire un lien avec la cybersécurité en général, comment est-ce qu'on peut créer justement une culture partagée, et comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses en mettant l'humain au centre de tout ça, que ce soit donc sur les questions de souveraineté ou de cybersécurité en général? Sur les questions de souveraineté, c'est mettre du bon sens et défendre nos intérêts.
Et ça passe par une prise de conscience des risques qui sont portés par cet espace numérique et des risques qui sont portés très 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 tôt. Quand on donne des téléphones portables à des enfants qui ont 8 ans, 9 ans, qu'on les laisse se balader sur TikTok, il ne faut pas s'étonner du résultat. Il y a une certaine forme d'enfermement dans ce monde numérique qui est un peu, en fait, un peu un déni d'accès à la culture. Et il n'y a que la culture qui permet de forger ses propres opinions. Parce que si on ne voit que du TikTok à longueur de journée, on est un enfant TikTok, puis on devient un adolescent TikTok. Bon, je dis TikTok par truc. Voilà, donc la voie de sortie, pour moi, c'est la culture, c'est les études, c'est être capable de maîtriser cet outil. C'est comme faire des recherches sur ChatGPT. Ça demande une certaine vigilance que l'on est capable de faire, qu'à partir du moment où on a une certaine culture, une certaine connaissance. C'est un outil qui est absolument extraordinaire, mais ça peut vous sortir des conneries aussi. Donc il faut être capable de faire preuve d'un peu de discernement. Pour faire preuve de discernement, faut avoir une certaine culture, faut lire, faut forger sa propre opinion et avoir un esprit, et développer son esprit critique. Voilà. Donc ça répond pas tout à fait à la question, mais elle n'est pas très bien formulée, ta question. Bon. Mais pour reprendre ce que vous disiez à propos de TikTok, des enfants, etc., aujourd'hui, entre l'IA, les deepfakes, la guerre informationnelle, etc., est-ce que pour vous, on est préparé ou est-ce qu'on est en retard? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous? Non, en fait, la question, c'est souvent, dans tous ces domaines-là, c'est est-ce que je sais pas, si je suis bon, c'est est-ce que je suis bien préparé. Je pense que ça va extrêmement vite. Et que oui, ça va extrêmement vite et qu'il y a beaucoup de mal à suivre. Bon, maintenant, si on veut être positif, il y a des tas d'endroits où c'est pris en compte. Bon, on vient bien de l'European Cyber Week, tous ces sujets ont été abordés à plein d'endroits. On voit qu'il y a un écosystème qui est très très dynamique. Ça, si on est positif. Si on est négatif, on voit qu'il y a des incidents en permanence, on voit que ça marche, on voit que les fuites de données, il n'y en a jamais eu autant. On a eu les crypto-lockers, heureusement les Jeux Olympiques se sont bien passés. Ça, c'est un point de satisfaction, les Jeux Olympiques, parce que ça veut dire que ça a été bien géré. Ça a été bien géré parce qu'il y a en dessous une communauté cyber nationale entre les entreprises, les services de l'État, les militaires, les services de police, les services de renseignement, et que tous ces travaux qui ont été faits 10 ans, ça a marché. Mais ça n'a pas empêché qu'un mois après, c'est les exfiltrations de données dans les mutuelles, à des endroits avec des volumes de données qui sont monstrueux. Donc, voilà, je ne sais pas répondre. Sinon, il faut que les entreprises aussi prennent le niveau de maturité. Quand vous avez des données qui s'évaporent des mutuelles avec des dizaines de millions de données, bon, il y a un moment donné, la justice devrait passer aussi, parce que quand vous travaillez, que vous êtes chef d'entreprise, vous avez quelqu'un qui tombe d'une échelle chez vous, et immédiatement, vous avez une enquête pour savoir si vous avez bien respecté toutes les règles. Là, aujourd'hui, dans le domaine numérique, vous achetez un logiciel à Pierre-Paul et Jacques, vous n'avez pas l'AFNOR qui met un stample disant ce logiciel était assez développé de façon sécurisée. Voilà. Et quand vous êtes dans une entreprise, que vous faites piquer des tonnes et des tonnes et des tonnes de données, bon, il y a un moment qu'un plombier fait une connerie chez vous, et s'il ne respecte pas l'état de l'art, il est condamné. Et ça peut, si c'est de la négligence, ça peut aller jusqu'au pénal. Voilà, donc les mutuelles, j'ai pas vu de suite données, j'ai pas entendu parler d'enquête de police. Voilà, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en Angleterre, un certain nombre de grands patrons d'entreprises ont vu leurs primes coupées par deux ou réduire très fortement parce qu'ils avaient subi des attaques informatiques importantes. Alors, donc, si vous voulez, la sensibilisation à ces attaques informatiques, 2010, ça n'arrête pas. C'est plein, il y a des attaques qui sont plein les journées. Et vous avez quand même pas mal d'endroits, où sont dans les PME ou ETI, où il y a des patrons qui voilent la face. Voire même, vous avez aussi des RSSI qui achètent des systèmes en sachant très bien que c'est pas très performant, mais au moins ils ont acheté le bon système, ils ont la paix. Voilà, donc du coup, ça ouvre des portes pour des métiers qui sont des métiers comme tout ce qui est la red team, tout ce qui est le bug bounty, ou ainsi de suite, où vous allez confier à quelqu'un qui est extérieur à votre société, qui va travailler en boîte noire, le fait qu'il arrive à rentrer chez vous. Voilà, ça permet de vérifier si vos processus résistent. Quand vous avez envie de rentrer dans un système, si vous mettez les moyens, vous rentrez.
Donc c'est important de tester, c'est important de regarder. Justement, pour rebondir là-dessus, je crois, il y a vraiment un essor rapide aujourd'hui des différents moyens de pénétrer certains systèmes. Et même, il y a un développement très rapide au niveau de l'intelligence artificielle. Et du coup, à quelle échelle vous pensez que les données vont être prises le plus rapidement? À quel endroit vous estimez que le risque est le plus important en termes de technologie qui accélère? Sur les technologies accélèrent en permanence. Si je vous réponds avec une visibilité à 3 mois, je veux dire, aujourd'hui, c'est toute la problématique autour des LLM. Si vous voulez que je vous réponde à une visibilité qui est à 1 an, à 18 mois, c'est le quantique. Entre-temps, entre les deux, vous mettez l'IA argentique qui va permettre de traiter de façon extrêmement importante les données. Voilà, donc je ne sais pas vous répondre. Mais par contre, je sais vous dire que, vu mon expérience, tous les 6 mois, j'ai vécu en gros une petite rupture stratégique qui remettait les pendules à l'heure. Donc, le numérique, c'est pour ça que le numérique, c'est un peu comme la mer. Vous avez des forces énormes qui sont générées. Vous essayez pas de vous battre contre une tempête. Hein. Donc, vous savez, votre numérique, il va continuer à évoluer avec des courses qui est très claires sur la puissance de calcul. Qui dit puissance de calcul dit des data centers. Qui dit data center dit refroidissement. Qui dit refroidissement dit il faut les mettre vers la Sibérie, il faut les mettre vers l'Alaska. Et il faut énormément consommer de l'électricité. Donc, avec des inputs aussi sur tout ce qui est le climatique. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut analyser globalement. J'ai pas de réponse très claire, sinon cette dynamique continue et il va continuer à accélérer avec des choses qui vont être déstabilisantes, tout en ne laissant pas le temps de mettre en place les bons processus, de mettre en place les lois. Voilà. Donc il faut être prêt à tout, quoi. Il faut être adaptatif, il faut être agile. Et si vous étiez... Et puis je pense qu'il faut être optimiste aussi, parce que sinon on va sombrer dans un pessimisme épouvantable. Il y a quand même énormément de choses très positives qui viennent du numérique. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de choses positives qui viennent du numérique que de choses négatives. Donc il faut simplement apprendre à le gérer avec beaucoup de bon sens. Et si vous étiez encore en service aujourd'hui au sein des armées, ce serait quoi votre priorité absolue là actuellement dans le cadre de la cyber ? Dans le cadre de la cyber, globalement, la priorité absolue, c'est un peu tous les messages qui sortent de tout pas mal de nations. C'est qu'on est à l'orée de se ramasser quelque chose que l'on n'a pas vu depuis 50 ans. En espérant que ça n'arrive pas. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Mais tous les signaux, quand même, depuis les 20 dernières années, montrent qu'on est en train de monter vers un monde de plus en plus dangereux, un monde de plus en plus réarmé, un monde de plus en plus fracturé. Et que quand même, ce qui se passe en Ukraine, à la porte de chez nous, c'est pas très très loin, c'est en gros, on est en train de rejouer la guerre de 14, tout en rejoignant au Proche Moyen-Orient des massacres, tout en parlant pas de ce qui se passe en Afrique, et je vous parle pas de ce qui se passe en... Donc voilà, toutes ces choses-là, à un moment donné, ça peut venir chez nous. Donc ça, il faut quand même en être un peu persuadé, d'où le besoin de remonter la résilience de la société française, de lutter contre nos fragmentations et de bien comprendre quand même on est dans une partie du monde qui est extrêmement préservée par rapport à tout ce qui se passe à côté. Donc ça, voilà. Après, en matière de cyber, c'est la désinformation, c'est les fake news, c'est tout ce qui est sur tout le fait de pouvoir fausser le rapport à l'information, de pouvoir développer des manipulations extrêmement importantes qui d'ailleurs entretiennent la fragmentation des sociétés. J'ai eu une étude il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs si vous voulez vous cultiver, il y a un très bon bouquin, un magazine qui s'appelle Grand Continent, qui sort des articles de fond sur les doctrines, aussi sur le numérique, qui est très intéressant à lire. Et dans une des études, je crois que c'était ce magazine, qui montrait qu'avant l'époque des réseaux sociaux, ils prenaient ce que pensaient les électeurs américains, et vous voyez qu'il y avait deux bulles, et que les électeurs démocrates et des républicains pouvaient s'entendre, allez, j'en sais rien, sur 60% de leurs idées. Ils l'ont refait en 2024, et vous avez les deux bulles qui sont totalement séparées. Donc ça veut dire une société totalement clivée, et aucune façon de
de se réconcilier entre le fait que vous soyez démocrate ou républicain, et c'est ce que l'on voit actuellement. Et ce phénomène de clivage dû aux réseaux sociaux, dû au numérique, dû à tout ce qui est quelque chose d'important. Donc il faut en prendre conscience, et cette capacité à vivre ensemble, à accepter l'autre est extrêmement important. Sinon on rentre dans des sociétés qui sont complètement clivantes et totalement segmentées. On le voit bien aussi un peu au début en France avec la montée de nos extrêmes. D'accord, merci beaucoup. Et donc, au long de ce podcast, on a pu voir que vous aviez un parcours qui était très impressionnant. Et on dit généralement que c'est dans l'échec qu'on apprend le plus. Donc, vous, ce serait quoi ce qui vous a appris le plus dans votre carrière? Dans l'échec? Bah oui, du coup. Mon échec à l'entrée à l'école navale qui m'a fait réaliser que j'étais pas mature. La première année, ouais, j'étais en spé, j'étais admissible. Je suis parti faire la fête du côté du sud-ouest, pas du sud-ouest, du côté de Saint-Tropez, à Cavalère. Puis je suis rentré là, les euros, je me suis ramassé, j'étais le premier non reçu. Bon. Effectivement. Un léger manque de maturité. Non, j'ai eu plutôt des catastrophes évitées que des échecs. Des catastrophes évitées, c'est des accostages avec des mauvaises météos ou in extremis. Vous vous dites, putain, comment j'ai pas cassé le bateau. Voilà, c'est des accidents aussi, où vous vous dites, bah merde, j'ai peut-être trop tiré, j'ai été trop longtemps, bah, le mec est tombé dans l'échelle, qui s'est cassé la jambe, est-ce que j'aurais pas été un peu moins vite, aurait pu pas m'arriver, voilà, un certain nombre d'éléments. Non, j'ai la chance de ne pas avoir eu d'échecs professionnels marquants. Tout le monde en a, des vexations, des choses, tout le monde en a. Mais je pense que capacité à rebondir, capacité aussi peut-être à encaisser et à faire le dos rond. Peut-être, je ne sais pas. Après, c'est correct. Par contre, des projets qui n'ont pas réussi, des projets qu'on a dû réorienter, oui, ça, il y en a plein. Donc, il faut avoir, je pense, dans la vie, il faut avoir une capacité de rebondissement. Un truc ne se passe pas, on ne passe pas à droite, on va passer à gauche. De se remettre en cause et de ne pas faire une fixation sur un échec ou sur un refus, ou sur, dire, ça n'a pas passé ce coup-là. Si je reste déterminé, je sais que mon âme et conscience que la cible est bonne, mais à un moment donné, je devrais arriver à l'atteindre. Puis une capacité à se remettre en cause aussi, et puis de travailler avec les autres. On n'a pas raison tout seul. Travailler en équipe. Moi, j'irais travailler en équipe, et on sait travailler en équipe en ayant un petit nombre d'adjoints limité autour de vous. C'est ce que Nelson appelait la bande de brothers. Vous ne pouvez pas travailler avec 150 adjoints ayant tous un râteau. Vous ne savez pas faire. Par contre, vous savez travailler et vous savez être en connivence intellectuelle avec 4-5 personnes de votre entourage. Et après, à eux de faire la même chose. Voilà, puis déléguer et faire confiance, notamment aux jeunes. Moi, je reviens à 24 ans, j'ai un commandant qui m'a autorisé à rentrer le porte-avions dans la rade de Toulon et l'amener le porte-avions à quasiment 100 mètres du quai. 100 mètres du quai, quand vous êtes à la passerelle du porte-avions, vous ne voyez pas le quai. Hein. Voilà, donc 4 mois après, je changeais de porte-avions et l'autre commandant à 10 km de Toulon, je passais la manœuvre à quelqu'un d'expérimenté. Voilà, donc ça, c'est des choses et c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, c'est des rencontres qui font grandir. Il y en a un qui m'a fait grandir, l'autre m'a fait rester à ma place, quoi. Voilà, je suis dans la marine, à 26 ans, on m'a confié le commandement d'un navire de formation. Donc ça ressemblait à un grand fort de gros salutiers, une 50aine de personnes à la mer. Et puis voilà, j'étais le commandant. J'avais des adjoints plus anciens que moi, une 40aine d'années. Et quand on était dans des gros temps, dans des tempêtes, je ne sais pas si vous êtes mais la tempête de 87 en Bretagne qui a ravagé toute la Bretagne, quand il y en a une tous les 50 ans, moi j'étais en mer dans la baie de Douarnenez, il y avait 6 mètres de creux, c'était un espèce de chaudron. On est rentré, on est remonté, on a passé toute la nuit en rade de Brest, il y avait des feux follets qui explosaient de partout, 4 mètres de creux, des tas de navires là-bas. Voilà, donc ça, c'est des épreuves qui vous forment. Et puis voilà, vous sortez tout seul, vous êtes le commandant, et puis vous retrouvez votre chef et votre second qui doit avoir 35, 40 ans, vous en avez 26, et puis tout le monde vous dit c'est vous qui décidez. C'est là que vous sentez la solitude du commandant, et puis vous dites, vous tenez compte des avis de vos adjoints, hein. Et puis vous, c'est vous qui assumez. Ouais, ça, c'est des choses qui font grandir. Du coup, vous avez en partie anticipé ma prochaine question, qui était donc un souvenir qui vous fait sourire encore maintenant quand vous y repensez et dont vous êtes fier. Si, le truc qui me fait plus sourire maintenant, j'étais en réunion avec le conseiller spécial du ministre, on était en réunion, machin.
Bon, on préparait un document sur la cyber, voilà, puis je lui disais, puis il me disait, oui, on était sur le cadre juridique et ainsi de suite. Puis le conseiller, qui était le numéro 3 du ministère, me dit un truc en disant oui, le cadre juridique, machin. Puis je lui dis oui, on a la cellule Jurops au sein du CPCO. Puis, Jurops, ils sont mauvais. Là. Puis je le regarde, je lui dis oui, monsieur le conseiller, vous avez totalement raison, ça fait des années qu'on balance des missiles sur n'importe quoi. Et là, il m'a regardé. Dans son regard, j'ai vu, est-ce qu'il m'a dit, c'était très clair. Est-ce que cet amiral est vraiment con ou est-ce qu'il se fout de moi? Voilà. Voilà, donc ça je garderai toujours en mémoire son regard. Voilà, vous dire, est-ce qu'il est vraiment con celui-là? Ouais. Et je pense que sa réaction, ce qui lui profondément passé, c'est que c'est vraiment très très con. Très bonne anecdote, merci de nous l'avoir partagée. Et puis peut-être pour commencer à se diriger vers la fin des questions, est-ce que vous pourriez nous parler rapidement de votre livre, puisque vous avez sorti quand même un livre. Est-ce que ça reprend toutes les questions dont on vient de parler? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans? Oui, ça raconte l'histoire un peu de la création de la cyber, effectivement. En fait, c'est les éditions Talendier qui m'ont demandé d'écrire sur ce qu'on avait fait pour laisser une trace. Donc ça reprend pas mal de vos questions. Ça reprend pas mal de choses aussi. Qu'est-ce qui se passait en 2020, pourquoi on a monté, ainsi de suite. Oui, ça reprend ça. Et ça raconte la création de la cyber des défenses des armées françaises, avec tout ce que l'on a fait comme opération. Tout ça fait. Pourquoi je l'ai fait aussi? Parce que c'est une façon de rendre un peu hommage et de remercier mes adjoints, parce que quand on a tous travaillé à peu près une dizaine d'années, j'ai certains qui sont restés sous mes ordres directs pendant plus de 5 ans. Voilà, bon, des relations quand même très fortes avec Charlotte, la créatrice des cadettes, qui a été une de mes opérationnelles pendant 5 ans. Donc il y a quelque chose de très très fort qui a été vécu. Donc pour moi, c'était aussi une façon de leur rendre hommage, de les remercier, puis de reconnaître et ce travail et de l'écrire pour pas laisser d'autres raconter tout et n'importe quoi. Voilà, donc c'est ce dont en disant ce que l'on a fait, comment on l'a fait. Voilà. Merci encore une fois, et donc n'hésitez pas à acheter le livre et le lire pour en savoir plus, voilà, pour aller plus loin après le podcast. Prêter, attends. Je suis pas là pour faire la publicité de mon livre. Non, mais pour l'avoir lu, parce que j'ai eu un exemplaire, attention, dédicacé. Il est assez intéressant, donc n'hésitez pas. Ah bah non, si vous voulez rigoler, il faut plutôt lire la BD Cyber Fatale, qui est une autre chose. Aussi, effectivement. La BD Cyber Fatale, c'est une de mes adjointes qui avait envie de faire quelque chose d'assez humoristique, donc qui a fait une BD Cyber Fatale sur la cyber. Donc je suis l'un des héros. Elle me l'avait pas montré avant. Je n'ai jamais, c'est pas du tout là. Donc son idée, c'était de dire la cyber, c'est très angoissant, on ne parle que de choses angoissantes. Moi, je vais le traiter de façon rigolote. Donc ça commence par une image du président Mitterrand en caleçon sur une photo. Voilà, et en fait, on croit que c'est les Russes, mais en fait, c'est pas les Russes, c'est notre copain américain avec qui on est très copains. Du coup, à la fin, on fait une contre-opération et c'est lui qui finit à poil sur l'aile d'un avion. Voilà, mais ça montre comment ça marche, et puis ça raconte un certain nombre d'anecdotes. Eh bien, merci une nouvelle fois. Et puis, on va terminer ce podcast avec toute une bibliographie. Vous aurez beaucoup de travail à la maison. Et puis, finalement, est-ce que vous pourriez résumer votre vision de la cybersécurité avec une devise un peu maritime? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient comme ça? Ce serait le mot de la fin. Bon, si, la cyber, c'est comme la mer, c'est super. Parfait. Voilà, donc ce sera notre mot de fin. Peut-être que rapidement, on peut faire... si vous avez des questions directement... Mais sinon, on peut rester sur cette super devise. Ça aurait pu être la cyber, c'est comme la bière, c'est super. En tout cas, on a été hyper contents de faire cet épisode avec Léina. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine. La matrice a bugué.